XXe siècle, et plus particulièrement dans sa seconde moitié, Sartre fut le plus célèbre des écrivains, des romanciers, des philosophes et des dramaturges français. L'homme de l'existentialisme, l'intellectuel engagé contre le colonialisme aux côtés des communistes, aux côtés des maoïstes. Sartre avait un peu disparu. Depuis 20 ans, depuis sa mort, il n'était plus la référence obligée. Aujourd'hui, entre les rééditions de ses romans et plusieurs livres qui lui sont consacrés, Sartre revient. Le siècle de Sartre, l'enquête philosophique de Bernard-Henri Lévy, livre écrit avec une passion fiévreuse, ne contribue pas peu à ce retour. L'intérêt, il est ancien. Je veux dire par là que je sais depuis longtemps que le siècle, c'est Sartre et que Sartre, c'est le siècle. Que pour comprendre quelque chose à cette longue, bizarre, complexe, trouble histoire qu'a été le XXe siècle, il faudrait en passer, pour moi en tout cas, par le massif Sartre. Ce qui est plus récent, c'est ce que vous appelez la passion. C'est-à-dire que, pour être extrêmement précis, je suis entré dans ce livre, il y a quelques années, il y a 5 ans, 6 ans, sans aimer Sartre. Et même probablement, pour autant que je me souvienne, c'est toujours difficile de se souvenir de la préhistoire des livres, mais enfin, avec l'intention même de le détester plus encore. Et c'est dans l'écriture du livre, c'est l'aventure même du livre que de m'être surpris à l'aimer, oui, je crois que c'est le mot. C'est un livre à la fois amoureux du personnage et qui en même temps voit absolument tous ses défauts. C'est plus que des défauts, puisque bon, Sartre, c'est aussi le nom d'une immense erreur. Vous parlez d'ignominie à son sujet. Bien sûr, il y a de la bassesse dans sa polémique avec Camus. Il y a de l'ignominie dans le fait d'aller à Vienne en 1954, quelques semaines après la pendaison de Slansky et des autres, après qu'aient été dispersées leurs cendres dans des champs près de Prague et de n'en pas dire un mot. Il y a de la folie, de la démence dans telle ou telle déclaration assassine de l'époque de la gauche prolétarienne. Il ne faut pas oublier que Sartre était le directeur en titre, et pas seulement en titre, d'un journal qui exhortait à exterminer les patrons, à saigner les bourgeois comme des porcs, et ainsi de suite. Tout ça est insupportable, et relu avec le recul, donne un peu la nausée, fait frémir. Tout cela est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre, savoir comment ça se machine, comment le plus libre, le plus stendhalien de nos écrivains peut devenir ce stalinien. Voilà la question. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans une tête? Qu'est-ce qui se passe dans un siècle? Qu'est-ce qui se passe dans une intelligentsia? L'aventure sartrienne, l'égarement sartrien, c'est pas le propre d'un individu monstrueux, etc. C'est un âge de l'esprit et de l'intelligence dans lequel j'ai tenté de remettre mes pas. Il y a combien de Sartre? On a l'impression que ce personnage est totalement multiple, incroyablement multiple. Oui, comme souvent, cela dit, les écrivains. Ce qui est intéressant, c'est pas de savoir combien on est, parce qu'on est tous beaucoup, mais c'est de savoir comment s'organise la cohabitation. Dans le cas de Sartre, donc, il y a aussi plusieurs. Et il y en a au moins 3. Le premier Sartre, le libertaire, le stendhalien, le nietzschéen. Le deuxième Sartre, le totalitaire, le cinglé, le communautaire. Et puis le troisième Sartre, le juif, le lévinassien, le démocrate, celui qui ne croit plus à l'histoire. Alors celui que j'appelle le premier Sartre, le Sartre libertaire, donc pessimiste, donc anti-humaniste, parce que les 3 vont de pair. Libertaire, donc pessimiste, donc anti-humaniste. C'est la nausée, c'est l'être et le néant, et c'est l'idiot de la famille. Ceci pour vous dire que l'affaire n'est pas chronologique. Le deuxième Sartre, totalitaire, donc optimiste, donc humaniste. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, moi, depuis La barbarie et visage humain, depuis 25 ans. C'est la critique de la raison dialectique, les mots et les communistes et la paix, par exemple. Et je cite Les communistes et la paix, qui est un beau texte, qui n'est pas seulement un texte de circonstance. Critique de la raison dialectique, qui est un grand livre, et pas seulement un livre où l'existentialisme tente de se marier avec le marxisme. Et les mots, qui sont un beau livre, encore qu'à mon avis surfait. Troisième Sartre, il y a un texte, qui est un texte programmatique, un texte pas testamentaire, contrairement à ce que croient toutes les andouilles qui s'imaginent que parce qu'un texte est le dernier, c'est un testament. Les écrivains ne savent jamais qu'ils écrivent leur testament, ou rarement. Donc un texte dernier mais non testamentaire, qui sont les entretiens avec Béni Lévy. Il y a un dernier Sartre qui naît là, une espèce de résurrection très belle,
sous l'influence de ce jeune homme qui s'appelait Pierre Victor, qui commençait de s'appeler Béni Lévy, et qui, conformément à la définition de l'amour selon Lacan, lui donnait ce qu'il n'avait pas, ce jeune homme donc, qui est le truchement de la rencontre de Sartre et de la pensée lévinasse ou du judaïsme. Donc un Sartre juif, dont le texte majeur, le seul, c'est l'espoir maintenant, les fameux entretiens avec Béni Lévy. Et ce qui me frappe, dans l'époque philosophique d'où nous sortons, c'est le fait que l'on n'ait pas payé la dette à l'endroit de Sartre. Moi, je me souviens de mes maîtres des années 60 et 70, qui étaient animés d'une rabbia anti-sartrienne, dont je pense qu'elle persiste, qu'elle perdure jusqu'aujourd'hui, et qui était peut-être à la mesure de ce qu'il leur devait. Et ce qui est le plus choquant, c'est pas tellement que Sartre ne soit plus enseigné à l'université, mais c'est que l'enseignement à l'université se soit souvent édifié sur l'effacement, sur l'oubli, sur l'occultation, on peut appeler ça comme on veut, de la pensée sartrienne. Les professeurs althusériens, les professeurs foucaldiens, les professeurs lacaniens savent, je n'accuse pas là, hein, c'est l'histoire de la pensée ça, savent très bien que rien de ce qu'ils articulent aujourd'hui n'est pensable sans les gestes philosophiques sartriens. Pour vous, Sartre est un grand philosophe, mais est-ce qu'il est aussi un grand écrivain? Le grand philosophe français du XXe siècle, c'est évident. L'un des très grands écrivains français du XXe siècle, c'est moins évident, ce titre lui est contesté, mais moi je plaide, et j'aimerais que ce livre en convainque, je plaide pour cette thèse-là. Je crois que Les Chemins de la Liberté sont un roman, alors là, considérablement sous-évalué. Je crois que La Nausée est un livre qu'il faut placer à hauteur de la condition humaine et du Voyage au bout de la nuit, dont il est fortement inspiré, dont il est très proche d'ailleurs, à la première étagère de la bibliothèque du XXe siècle. Moi je crois immense écrivain. Mais pour revenir à la philosophie, est-ce que la philosophie pour Sartre, avant tout, c'est l'Allemagne, c'est la philosophie allemande? C'est en effet l'éblouissement face à Husserl et à Heidegger. Être un philosophe pour Sartre, ça voulait dire être un Allemand. Apprendre l'allemand, lire l'allemand, penser allemand. Pas d'autre solution. La grande affaire de Sartre, c'était de sortir de la philosophie française, c'est-à-dire des chiens de garde de son ami Paul Nizan ou de Bergson. Comment sortir de Bergson? Par la sortie allemande. Premier rendez-vous. Deuxième rendez-vous, c'est le Stalag, le camp de prisonniers sur les hauteurs de Trèves, qui est un événement majeur dans sa vie, puisque c'est le moment où apparaît celui que j'appelle le deuxième Sartre. C'est le moment où il découvre les prestiges et les vertiges de la communauté, et c'est le moment par conséquent où l'individualiste intraitable, stendhalien, nietzschéen qu'il était jusque-là, se fait harakiri et s'achemine vers le collectiviste totalitaire et ainsi de suite qu'il deviendra par la suite. Sartre avait été l'homme le plus détesté et le plus insulté par les communistes avant de devenir le plus illustre de leurs compagnons de route. Et quelque temps plus tard, Sartre rompit violemment avec les communistes, avec Moscou, pour aller encore plus loin, pour aller avec les maoïstes. Il y a, en ce moment, un peu partout, question morale. Une question morale qui est autre que la question politique. Et c'est sur ce plan que je me retrouve entièrement d'accord, par exemple, avec les Mao. En fait, le marxisme suppose une morale, mais ce n'est pas dit. Et c'est Mao qui fait sortir la morale du marxisme. Est-ce que le maoïsme a été la forme exaspérée du délire stalinien, ou est-ce que ça a été au contraire le moment du reflux et une façon au contraire d'exfiltrer toute une génération du stalinisme? Moi je plaide plutôt pour la deuxième solution. Est-ce que Sartre a couvert les professions de foi terroristes de la cause du peuple, ou est-ce qu'il est au contraire de ceux qui, avec Clavel et Foucault, ont dit non, on dit stop, on fait dérailler le train, ou on changeait d'aiguillage, vous savez, les gros aiguillages, au moment où la France pouvait être entraînée sur une voie style Brigade Rouge ou Bande à Bader. Lorsque Sartre va voir Bader dans sa cellule de Stammheim, et qu'il en sort en disant « ce type est un con »,
Je crois que ce rendez-vous-là, ce nouveau rendez-vous avec l'Allemagne, était un rendez-vous majeur aussi. Et c'est un rendez-vous majeur parce que c'est probablement le moment où Sartre finit de comprendre que la voie terroriste est une impasse. Empêcher ses camarades français de s'y précipiter est une des tâches qui lui restent à remplir. Pierre Victor, qui a aujourd'hui retrouvé son vrai nom, Béni Lévy, était dans ces années d'après 68 le chef clandestin mais incontesté de la gauche prolétarienne, la grande organisation révolutionnaire française. Dire que c'est les intellectuels qui nous ont modérés, ça c'est une des erreurs que l'on commet habituellement. Sartre ne m'a pas modéré, Foucault ne m'a pas modéré sur ces questions-là. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Là, c'est venu vraiment de nous. Et seuls ceux qui avaient goûté, si j'ose dire, ou qui avaient été dégoûtés par l'action violente, symbolique que nous menions, pouvaient avoir cette réaction. Pas les gens de l'extérieur. Pas les gens de l'extérieur. Fussent-ils de grands intellectuels. 4 mars 1972, enterrement de Pierre Auvernay, jeune militant de la gauche prolétarienne, assassiné par un vigile des usines Renault. Symboliquement, c'est l'annonce de la fin de la tentation révolutionnaire, du rêve de la violence révolutionnaire dans l'ultra-gauche française. Mais Béni Lévy, Pierre Victor, va devenir de plus en plus proche de Sartre, formellement son secrétaire, en fait son interlocuteur préféré, quasi exclusif. Avec Béni Lévy, ou par lui, Sartre va rencontrer les textes du philosophe Emmanuel Lévinas, introducteur de Husserl en France, mais aussi grand penseur du judaïsme et grand commentateur du Talmud. C'est le début de ce nouveau Sartre, ce troisième Sartre qui passionne Bernard-Henri Lévy, avec ce tournant dans sa pensée qui stupéfia tout le monde et pétrifia les fidèles, les sartriens. Quand j'ai commencé à travailler avec Sartre, et donc ça va produire ce que tu appelles le dernier Sartre, j'étais totalement ignorant des textes bibliques. Totalement ignorant. Donc la présentation d'un procureur talmudiste ou plus ou moins rabbin est tout simplement fausse. Insultante bien sûr, mais surtout fausse. Ce qui s'est passé, c'est précisément ce travail d'intrication du texte de Lévinas et du texte de Sartre qui a été une aventure passionnante. Ça c'est vrai que j'ai eu une très très grande joie de nouer ces deux fils. C'était une chance, une très très grande chance. La première chance, c'était de pouvoir rediscuter avec Sartre ces textes. C'est-à-dire, je les lisais le soir et le lendemain matin, je le cuisinais, je le houspillais, je l'interpellais. Et puis, j'amène les textes. Il fallait voir, quand j'amenais les textes de Lévinas, le refus d'abord, la jalousie de me voir aussi enthousiaste de totalité infinie. Et puis, finalement, bon. Est-ce qu'il a rencontré Lévinas dans ces années? Alors, j'ai organisé une rencontre. C'était très drôle, très très drôle. Et donc, Lévinas est venu dans l'appartement. Et alors, c'était terrible, quoi. Lévinas, c'est le petit juif lituanien, intimidé comme c'était pas possible. Par le grand philosophe français. Sartre. Ce qui fait que ça a été tout à fait surprenant. Lévinas ne regardait pas en face Sartre, il me regardait de biais. Il s'est mis à parler de son maître. Vous savez que Lévinas a eu un très grand maître, Chouchani. Alors bon, il parlait, et il avait la moitié de son corps qui était déjà prêt à partir depuis le début, quoi, en direction de la porte. C'est pour moi, c'est une aventure assez inouïe et tout de même d'une importance qui ne pouvait pas ne pas apparaître extrême. Provoquer la rencontre. J'ai eu peur. Ah oui, j'imagine. J'ai eu peur. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on provoque quand on fomente une rencontre de ce type-là. Tant que Sartre résistait, j'avais pas peur. Tant qu'il résistait sur l'être pour autrui classique, j'avais pas peur. Quand il s'est mis à parler d'une dimension d'obligation dans la conscience par rapport à autrui, je me suis dit, mais où ça va? Et puis alors, quand il a sorti, ce qui m'intéresse dans le texte juif, c'est la résurrection des corps. Oui. Des corps. Alors que moi, je ne savais rien de tout ça. Il t'a ramené à ton nom et tu l'as conduit vers le judaïsme. Et vous vous y êtes menés l'un l'autre, quoi. Hein? Je m'appelais Pierre Victor. J'étais Pierre Victor presque jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'aux derniers entretiens.
il m'a interdit de sortir les entretiens avec le nom de Pierre Victor. C'est pour ça que peut-être on pourrait terminer par cette anecdote, parce que c'est la plus dramatique. Quand les Sartréens, et en particulier Simone de Beauvoir, ont voulu que soient supprimés les entretiens, quand pendant toute une nuit, Simone de Beauvoir l'a menacé d'un tribunal sartrien, tu racontes l'histoire. Je l'ai vu le lendemain matin. J'étais bouleversé. Cette idée que cet homme qui avait eu ce compagnonnage si longtemps avec Simone de Beauvoir allait se trouver en porte-à-faux avec elle à cause de moi, là c'était la panique. Alors, moi, tu étais bouleversé ou moi j'étais bouleversé. C'était la panique du petit juif. J'ai dit, on arrête tout, ça m'est égal, on continue, ce que tu veux, on reprend l'idiot de la famille si tu veux, enfin, n'importe quoi. Mais je le disais avec amour, enfin c'était pas solde tout compte, c'était pas ça, je ne veux pas de ça. Il m'a répondu, je me souviens comme si c'était hier, il m'a répondu, j'ai repris, quand Castor est parti, j'ai repris toute l'histoire de notre travail. Ça veut dire qu'il a remis en marche le cogito. Ça tient. Prends le téléphone à Jean-Daniel, j'ai fait le numéro, et il a parlé à Jean-Daniel, et Jean-Daniel a eu la bonté de réunir les journalistes, et donc tout le monde a entendu, et tout le monde a entendu la voix impérieuse de Sartre disant chaque ligne, je la signe, etc., etc. Ce qui m'a quand même sauvé de la fournaise. Moi, ce qui me frappe, c'est cela, sans vouloir évidemment aller trop loin non plus. Il ne s'agit pas non plus de judaïser Sartre à l'excès. Mais c'est ce qui me paraît relativiser le soi-disant coup de force que tu aurais opéré. Et pour moi, c'est une des grandes lignes de fidélité de cette œuvre, quoi. L'enterrement de Sartre, c'était une émotion. Quand vous fermez les yeux, vous... C'était une émotion, et c'était surtout et c'était aussi un mystère philosophique pour moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que peut bien être un bonhomme pour arriver au dernier instant à rassembler autour de lui des ferveurs aussi disparates. C'est là-dessus que s'ouvre mon livre. Hein, les images de l'enterrement, les ouvriers, les étudiants, les mondains, les mondaines et les syndicalistes, les Vietnamiens tendance dure, tendance chimine, tendance totalitaire, et les Vietnamiens tendance île de lumière, des Cubains officiels et des Cubains dissidents, des Chinois de toutes obédiences. Qu'est-ce que c'était que cette bizarre machine? Qu'est-ce que c'était que cette machine de texte et de pensée qu'était Sartre pour rassembler autour de soi tout ça, cette espèce de peuple mêlé venu de tous les horizons de la pensée et de tous les horizons de la planète, les amis et les adversaires, les femmes qu'il a aimées et les femmes qui ne l'ont pas aimé, Althusser et Michel Foucault mêlés à Michel Contat et Jean Pouillon, Althusser presque aussi ému et mélancolique, j'ai ces images-là en tête, que André Gorz. Drôle d'histoire, les adversaires les plus officiels, les plus acharnés, ceux qui avaient fait de la rage anti-sartrienne leur fonds de commerce philosophique, là au coude à coude avec les jeunes femmes ou les femmes un peu moins jeunes qui avaient partagé sa vie. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ça est-ce que c'est ça aussi un grand écrivain? Est-ce que c'est cette façon de fédérer des ferveurs? Pour moi, c'était une émotion, bien sûr. Je faisais partie de ces dizaines de milliers d'hommes et de femmes, mais c'était aussi une vraie question. Et d'une certaine manière, ce livre, il a commencé là. L'homme-siècle, c'était le cimetière aussi. L'homme-siècle, il était là, et le siècle était là autour de l'homme, autour du tombeau ouvert, le jour des obsèques. Le siècle de Sartre, de Bernard-Henri Lévy, est publié chez Grasset. L'espoir maintenant, les entretiens de Sartre avec Béni Lévy, est publié chez Verdier. L'essentiel de l'œuvre de Sartre se trouve chez Gallimard. Son œuvre romanesque a été réunie dans La Pléiade. La responsabilité de l'écrivain, un texte de 1946, est publié chez Verdier. Parmi les livres récemment parus sur Sartre,
sa biographie par Denis Berthollet, chez Plomb, et celle d'Annie Cohen-Solal, en folio. 3 aventures extraordinaires de Sartre d'Olivier Vickers est publié chez Gallimard, et L'adieu à Sartre de l'irrévérencieux Michel-Antoine Burnier, chez Plomb. Les principaux livres de Sartre, ses romans, ses essais, son théâtre, ont été évidemment traduits en allemand, essentiellement chez Rowohlt.